À 18h35 heure locale, le 1er avril 2026, la fusée du système de lancement spatial de la NASA a décollé du centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, marquant la première fois qu'un équipage humain quitte la Terre pour se rendre sur notre Lune depuis plus de 53 ans. Le lancement en lui-même s'est déroulé aussi bien que possible pour ce genre d'événement. Il y a eu une brève et légère inquiétude dans les minutes précédant l'heure prévue du lancement. Les équipes au sol étaient quelque peu inquiètes concernant les relevés du système de destruction en vol, appelé FTS. C'est essentiellement une série d'explosifs reliés au réservoir principal de carburant de la fusée, et ils servent de mécanisme d'autodestruction si le propulseur venait à perdre le contrôle pour une raison quelconque pendant son vol. L'équipage annulerait la mission, leur capsule partirait, puis la fusée exploserait avant qu'elle ne risque de tomber sur des personnes. C'est donc le genre de système que l'on espère ne jamais avoir à utiliser, mais on veut absolument qu'il fonctionne correctement si jamais le besoin se présente. Ce petit échange à propos du FTS a retardé le lancement de seulement quelques minutes par rapport à l'ouverture de la fenêtre de tir à 18h24. Le problème a été vite résolu quand l'équipe au sol a compris qu'il s'agissait d'une mauvaise lecture d'un capteur, le système fonctionnant parfaitement. Cela a été une agréable surprise pour tous ceux qui suivaient le parcours difficile de la fusée la plus puissante de la NASA, la SLS, probablement surtout connue pour ses dépassements de budget et ses retards. Cette configuration avait déjà posé problème à la NASA plus tôt dans l'année, en se mettant à fuir de l'hydrogène lors d'un test en février. Puis, après que cela ait été réparé, elle a commencé à fuir de l'hélium quelques jours plus tard, ce qui a conduit la NASA à ramener le véhicule dans leur bâtiment d'assemblage, où il a été démonté puis remonté, avant d'être finalement renvoyé sur la rampe de lancement pour attendre son équipage. Sur les 4 personnes à bord de la fusée lunaire de la NASA, 3 sont des astronautes américains, le commandant Red Wiseman, le pilote Victor Glover et la spécialiste Christina Koch. Le spécialiste de mission de l'Agence spatiale canadienne, Jeremy Hansen, premier Canadien à participer à une mission habitée vers la Lune, les rejoint. Mais ce n'est pas la seule contribution internationale au programme Artemis. Le module de service sous la capsule, fournissant énergie, propulsion et support de vie, a été fabriqué en Allemagne par contrat avec l'Agence spatiale européenne. Cela s'est reflété dans le nom que l'équipage a choisi pour leur vaisseau spatial, Integrity, un clin d'œil à la nature intégrée du véhicule, de la fusée et de l'ensemble du programme Artemis, avec des équipes de tous les États-Unis et du monde entier travaillant ensemble pour rendre cette mission possible. Quelques secondes après l'allumage, l'Intégrité et son équipage ont décollé dans le ciel bleu de Floride, portés par la fusée la plus puissante jamais lancée par la NASA. 8 minutes et demie après le début du vol, à environ 160 km d'altitude, les moteurs des propulseurs ont été coupés et le vaisseau libéré en orbite terrestre. À partir de là, l'Intégrité est toujours reliée à l'étage supérieur du SLS, qui est un moteur fusée unique capable d'élever le vaisseau spatial à une altitude d'environ 70 000 km au-dessus de la surface. Après avoir atteint cette orbite terrestre élevée environ 1 heure après le début du vol, c'est là que l'équipage a fait une petite pause dans son voyage vers la Lune pour effectuer une vérification complète des systèmes de leur vaisseau spatial. C'est seulement la 2e fois qu'une capsule de la série Orion vole et la première à transporter des personnes à bord. Donc, l'idée est de s'assurer que tout fonctionne correctement avant de s'engager vers la Lune. Quelques problèmes ont été signalés par l'équipage durant cette période. Le premier, sans doute le plus malheureux, concernait le système universel de gestion des déchets, autrement dit les toilettes. Cela devait être l'une des principales avancées pour un équipage moderne vers la Lune. Les anciens gars d'Apollo devaient simplement faire leurs besoins dans des sacs en plastique, tandis que le nouveau vaisseau spatial est équipé d'une véritable cabine de toilette. Un problème avec le ventilateur d'aspiration a empêché le bon fonctionnement du tuyau pour uriner. Mais les toilettes spatiales fonctionnaient toujours pour la grosse commission. Donc pour la petite commission, les astronautes ont dû utiliser ce qu'on appelle l'urinoir de secours, ce qui est une façon élégante de dire uriner dans un sac. Le seul autre problème qu'ils ont rencontré était un souci informatique avec leur messagerie Microsoft Outlook. Apparemment, l'équipage avait 2 comptes officiels de la NASA et ils n'ont pas pu se connecter à l'un ou l'autre. Cela n'étonnera personne ayant déjà travaillé dans un bureau avec Microsoft Teams. Mais une fois tout cela réglé, dans la soirée du 2 avril, les équipes au sol ont voté à l'unanimité pour autoriser Integrity à effectuer une mise à feu d'injection translunaire. C'est à ce moment-là qu'ils ont allumé le moteur principal du module de service européen pour passer d'une orbite autour de la Terre à un voyage autour de la Lune. Après la mise à feu, le vaisseau spatial suit une trajectoire très précise appelée trajectoire de retour libre. C'est la façon la plus efficace d'aller de la Terre à la Lune puis de revenir, car elle utilise la gravité des 2 corps pour gérer la majeure partie de la navigation.
En s'approchant de la Lune, sa gravité les fait passer derrière la face cachée, puis renvoie le vaisseau vers la Terre, dont la gravité prend ensuite le relais pour les ramener. Cela rend le voyage relativement lent, alors l'équipage est resté occupé en tournant leur caméra vers la Terre. Ce sont les premières images numériques haute résolution qui montrent notre planète entière en une seule prise. La plupart des photographies que vous voyez de la Terre sont des composites, ce qui signifie qu'il a fallu prendre plusieurs photos différentes et les assembler pour montrer l'ensemble du globe. C'est parce que tout ce qui se trouve en orbite terrestre typique est tout simplement trop proche pour voir la planète entière. Cette photographie, qui porte maintenant le titre Hello World, a été prise avec un objectif grand angle sur un appareil photo Nikon D5 le 3 avril, à une distance d'environ 160 000 km dans l'espace. Vous pouvez voir la première lumière du Soleil commencer à apparaître à l'horizon, donc la lumière que nous voyons sur la Terre elle-même est en réalité réfléchie par la Lune et éclaire le côté nuit de la planète. La scène aurait paru beaucoup plus sombre à l'œil nu, mais elle prend vie grâce à la capacité unique du Nikon D5 à capturer des images détaillées dans des conditions de très faible luminosité. Alors que la Terre rétrécissait dans leurs hublots, l'équipage d'Integrity passait le week-end à réaliser tests et expériences à bord, tout en se préparant pour le survol lunaire. Ce qui distingue Artemis II de toutes les missions lunaires Apollo, c'est la distance qu'ils vont parcourir. Au point le plus éloigné de la Terre, l'équipage s'est retrouvé à plus de 252 000 miles de la Terre, plus loin que quiconque ne s'était jamais éloigné de chez soi. Cela leur donne une perspective très unique sur la Lune elle-même, car à une altitude d'environ 4000 miles, ils peuvent voir la totalité de la Lune remplir les fenêtres de leur vaisseau spatial. C'est comme tenir un ballon de basket au bout du bras, la Lune semblerait aussi grande pour l'équipage. Les gars d'Apollo ont orbité autour de la Lune à une altitude bien plus basse, seulement quelques centaines de miles, ne voyant qu'une petite zone à la fois. Ils restaient près de l'équateur et n'avaient donc jamais de vue sur les régions polaires. Maintenant, pendant leur approche de la Lune, l'équipage a pu repérer 2 cratères jusque-là inconnus à la surface, et c'est en quelque sorte le cœur émotionnel de toute la mission. L'un de ces nouveaux cratères a été proposé pour être nommé Integrity afin de commémorer cette mission et le véhicule qui les y a amenés. Le second est un cratère brillant situé à la frontière entre la face visible et la face cachée. Celui-ci a été proposé pour être nommé Carol en hommage à la défunte épouse de Red Wiseman, décédée en 2020. Ces taches brillantes ont été l'une des premières observations marquantes de l'équipage. Ces impacts récents soulèvent de la poussière de couleur claire juste sous la surface et se détachent sur le gris terne de la Lune. Christina Cook a noté qu'elles sont si brillantes qu'elles évoquent des trous percés dans un abat-jour. Et c'est le genre d'observation qui est tellement importante pour Artemis II même, avec un excellent appareil photo numérique, il y a encore beaucoup de nuances que seul l'œil humain peut percevoir. Nos yeux perçoivent une gamme dynamique bien plus large entre l'obscurité et la lumière que tout capteur photo. Nous voyons aussi bien plus de couleurs. Voici une illustration. La grande forme courbée représente tout le spectre des couleurs visibles, et ce triangle à l'intérieur est la petite fraction qui peut être contenue dans une image numérique. Donc, même si les photographies ont toujours une valeur incroyable, les données les plus uniques d'Artemis II sont les témoignages directs des astronautes lorsqu'ils décrivent ce qu'ils voient sur la Lune de leurs propres yeux. Par exemple, l'équipage a remarqué que la Lune n'est en réalité pas aussi grise qu'elle ne le paraît depuis la Terre. Ils ont vu des teintes distinctes de brun et même un léger vert dans certaines régions des cratères d'impact. En approchant de la Lune, Integrity a franchi la frontière entre sa face visible et sa face cachée. Cette transition est marquée par un grand cratère d'impact connu sous le nom de bassin oriental. Il fait 600 miles de large et a 3,8 milliards d'années, et Artemis II était la première fois que des humains voyaient l'ensemble du bassin. Alors que le vaisseau spatial survole le bassin oriental, la face cachée de la Lune commence à se révéler. Voici notre Lune comme vous ne l'avez jamais vue auparavant. Les gens appellent souvent cela la face cachée, mais il reçoit autant de soleil que n'importe quel autre endroit sur la Lune. Ce qui est étrange, c'est que ce côté est toujours tourné vers l'extérieur, loin de nous sur Terre, donc nous n'avons jamais vu l'ensemble autrement que par des images satellites. La première chose que vous remarquerez, c'est que c'est une région beaucoup plus claire. Il n'y a pas ces grandes taches sombres que nous associons à la face de la Lune.
Ce sont d'anciens lacs volcaniques remplis de lave il y a des milliards d'années lors de la formation de la Lune. Donc, nous savons que, pour une raison quelconque, les volcans étaient concentrés du côté faisant face à la Terre, mais nous ne savons pas pourquoi. C'est l'un des mystères que le programme Artemis espère résoudre. Faute d'activité volcanique pour aplanir la surface, la face cachée de la Lune présente de nombreux cratères. Les images prises par l'équipage le long du Terminator le montrent clairement. C'est la transition entre nuit et jour. Et ici, le faible angle de la lumière du soleil crée un contraste très marqué entre les basses terres plongées dans l'ombre et les hautes terres fortement éclairées. L'équipage a alors noté que la surface de la Lune est bien moins plate qu'elle ne le semblait de loin. Il y a en réalité de hauts sommets et des falaises abruptes autour de ces cratères d'impact, ce qui crée une géographie accidentée et complexe. L'un des endroits qu'ils ont pu voir alors que le vaisseau spatial faisait le tour de la face cachée était le bassin du pôle sud Aitken. C'est là que la NASA souhaite faire atterrir les futures missions Artemis avec équipage à bord et, à terme, construire un avant-poste permanent sur la Lune. Ces observations montrent clairement que les atterrissages d'Artemis seront très différents de ceux d'Apollo. Celles-ci se sont posées sur les plaines volcaniques plates de la région équatoriale sur la face visible, tandis que le terrain pour Artemis sera bien plus accidenté et difficile à parcourir. En tournant leur attention vers la Terre, l'équipage peut observer un autre phénomène unique. Ce n'est pas un coucher de soleil, mais un coucher de Terre, alors que notre planète commence à disparaître sous l'horizon de la Lune. C'est à ce moment-là qu'Integrity perd le contact avec la Terre. Ce n'est pas un problème, c'est simplement un effet malheureux de l'utilisation des communications par laser. Une fois que la Lune passe entre le vaisseau et la Terre, la ligne de communication est coupée. Ainsi, pendant environ 40 minutes, ces 4 personnes étaient totalement injoignables. Ça doit être agréable. Lorsqu'ils sont revenus dans la zone de communication, ils ont assisté à un lever de terre, une image rendue célèbre par l'équipage d'Apollo 8 lorsqu'ils ont pris cette photo la veille de Noël en 1968. Et maintenant, nous avons notre propre version du lever de terre pour notre génération. À partir de ce moment, Integrity s'éloigne maintenant de la Lune et retourne vers la Terre. Plus tard dans la soirée, ils assistent à un autre spectacle qu'aucun œil humain n'avait vu auparavant. Une éclipse totale du Soleil vue depuis la face cachée de la Lune. Habituellement, quand nous voyons une éclipse, le Soleil et la Lune semblent presque exactement de la même taille. Mais d'ici, la Lune paraît beaucoup plus grande que le Soleil. Cela a permis à l'éclipse totale de durer près de 54 minutes et a permis à l'équipage de prendre des photos de la Lune avec les étoiles et les planètes en arrière-plan. Pour vos amis conspirationnistes sur l'alunissage, on ne voit pas d'étoiles depuis la Lune car le Soleil était toujours présent lors des missions. Quand le Soleil disparaît, les étoiles apparaissent, tout comme sur Terre. La journée s'est achevée par un appel de félicitations du président Trump et de la direction de la NASA à l'équipage, alors que les préparatifs pour leur retour étaient en cours. Encore 4 jours avant qu'ils n'atteignent l'atmosphère terrestre et ne commencent la phase la plus dangereuse de la mission. La rentrée dans l'atmosphère terrestre est une manœuvre compliquée. La capsule doit arriver avec le bon angle pour pouvoir la traverser. Si elle arrive avec un angle trop faible, elle rebondira et repartira dans l'espace. Si l'angle est trop prononcé, la capsule subira trop de résistance trop rapidement et surchauffera. Donc la NASA fait très attention à guider Integrity pour sa descente finale. Cela se fait à l'aide des propulseurs de manœuvre du module de service. Maintenant, une fois que tout est aligné pour la rentrée, beaucoup de choses commencent à se passer en relativement peu de temps. Environ 20 minutes avant d'atteindre l'atmosphère, des charges pyrotechniques s'activent et séparent la capsule Integrity du module de service. L'équipage n'en a plus besoin et le module de service se consumera en toute sécurité lors de sa rentrée. Après séparation, la capsule Integrity active ses propulseurs pour se retourner et orienter son bouclier thermique vers le bas, dans le sens du déplacement. Alors que la capsule descend à travers la haute atmosphère, la gravité terrestre l'attire de plus en plus et elle accélère jusqu'à atteindre une vitesse maximale d'environ 32 fois la vitesse du son. À cette vitesse, la capsule frappe les premières molécules d'air, encore rares à cette altitude, mais l'atmosphère suffit à lancer le processus de chauffage. Alors que les premières flammes apparaissent à l'extérieur du hublot, les communications avec l'équipage sont coupées. L'énergie du vaisseau spatial comprime les molécules de l'atmosphère si violemment qu'elles explosent en un état de la matière appelé plasma.
Non seulement ce plasma est extrêmement chaud, entre 2200 et 2700 degrés Celsius, mais il est aussi si chargé en énergie qu'il commence à conduire l'électricité. La charge électrique est ce qui perturbe les communications entre l'équipage et l'équipe au sol. C'est comme voler à l'intérieur d'un orage. Cela continue pendant 6 longues minutes, jusqu'à ce que la résistance de l'air ait suffisamment ralenti la capsule pour qu'elle ne crée plus de champ de plasma. Cette force de décélération exerce environ 4 G sur les astronautes à l'intérieur, soit l'équivalent d'environ 4 fois la gravité terrestre. Et c'est à ce moment-là que la NASA rétablit la communication avec Integrity et le monde est soulagé d'apprendre que tout va bien pour l'équipage à bord. Ensuite, il ne reste plus que quelques minutes de chute libre pendant que les premières caméras suivent Integrity dans sa descente. À une altitude d'environ 1500 mètres, les parachutes principaux se déploient enfin et la capsule ralentit à une vitesse modérée de 30 km/h pour la phase finale de descente. Il est 17h07 heure locale au large de San Diego, en Californie, lorsque Integrity effectue son amérissage officiel dans l'océan Pacifique, achevant un voyage de 10 jours qui a couvert un total de 1 119 000 km de la Terre à la Lune et retour. Après avoir flotté, la capsule déploie 5 ballons rouges à l'hélium à l'avant pour éviter qu'elle ne se renverse. Bien que les conditions à l'atterrissage soient assez calmes, du moins pour ce qui est de l'océan Pacifique, avec des vagues atteignant environ 1,20 m de haut. Après l'amérissage, le seul problème est la communication entre les astronautes et l'équipe de récupération. Le commandant Red Wiseman entend les sauveteurs, mais eux ne l'entendent pas. Cela cause un léger retard, les bateaux de récupération tournant autour de la capsule en attendant des instructions. Mais finalement, le premier bateau s'approche et ils ouvrent la trappe de la capsule de l'extérieur, offrant à notre équipage sa première bouffée d'air frais, non recyclé, depuis mercredi après-midi dernier. 4 officiers de la marine venant du bateau de récupération montent dans la capsule, évaluent chaque astronaute, les aident à retirer harnais et casques, puis les préparent pour la récupération principale. Ils attachent un grand radeau gonflable à la capsule sous la trappe ouverte, surnommé le perron, et un par un, les membres de l'équipage quittent leur capsule et descendent sur le porche où ils attendent qu'une corde descende d'un hélicoptère de récupération. 2 hélicoptères transportent un astronaute à la fois, les récupérant au porche et les déposant sur le pont d'un navire de la marine tout proche. De là, ils descendent directement à l'infirmerie du navire pour un examen complet. Tous les signes tout au long de l'opération d'atterrissage et de récupération indiquaient que les 4 astronautes étaient en bonne santé, mais ils continueront d'être surveillés par mesure de précaution. Et cela conclut la mission spatiale habitée la plus importante du XXIe siècle. La première mission habitée vers la Lune de ma vie, mais certainement pas la dernière. Un véritable début pour une nouvelle course à l'espace et l'ère où l'humanité étend sa civilisation jusqu'à la Lune et au-delà.